Bonjour à tous. En ce mois de mars 2019, nous fêtons les 150 ans de la publication d'un roman d'aventure qui marqua l'imagination de plusieurs générations, 20 000 lieues sous les mers. Publié sous forme de feuilleton à partir du 20 mars 1869, ce roman décrit un sous-marin extrêmement sophistiqué à une époque où ces machines ne sont encore que des curiosités techniques. Voilà une bonne occasion de revenir sur l'histoire de ces engins qui ont conquis le fond des mers. Le sous-marin décrit par Jules Verne, c'est le Nautilus, commandé par le capitaine Nemo, un misanthrope assoiffé de vengeance vis-à-vis de la civilisation occidentale. Et son vaisseau est tout bonnement phénoménal. Ce cigare flottant mesure 70 mètres de long pour 8 mètres de haut. Il est équipé d'une double coque afin de résister à la pression des grands fonds, d'un système de ballast, de réservoirs d'air, de cloisons étanches et d'un canot détachable communiquant grâce à un câble télégraphique. Ces éléments sont clairement inspirés de deux sous-marins existants à son époque, l'Alligator américain de 1862 et le Plongeur français de 1864. Au-delà de sa démesure, là où le Nautilus rentre dans la science-fiction, c'est dans ses capacités techniques. Il est équipé de moteurs électriques. Pour remettre dans le contexte, la dynamo qui permet de générer du courant est inventée en 1861 par le Hongrois Ányos Jedlik, à peine 8 ans avant la publication du livre. Et l'alternateur de Nikola Tesla ne verra le jour que 9 ans plus tard. Toute l'énergie est stockée sur des batteries au sodium, une technologie existant aujourd'hui à l'état de prototype et capable d'assurer un voyage de 20 000 lieues sans recharge, soit 80 000 km. Et ça, c'est très au-delà de ce que la physique actuelle permet. Alors que les sous-marins de son époque plongent à 25 mètres à une vitesse de 5 nœuds, soit moins de 10 km/h, le Nautilus est capable de plonger à plus de 5000 mètres de profondeur, naviguer jusqu'à 50 nœuds, soit 90 km/h, et peut détruire des navires ennemis en les empalant. Jules Verne ne l'a pas équipé de système de régénération de l'air, contrairement à son obus de la Terre à la Lune publié quelques années auparavant, ni de périscope, de sonar, de torpilles ou de missiles, des technologies indispensables aux sous-marins modernes. À titre de comparaison, il faudra attendre les années 30 pour atteindre ces dimensions, les années 50 pour son autonomie avec les sous-marins nucléaires comme le bien nommé USS Nautilus en 1954, les années 60 pour la profondeur avec les bathyscaphes et les années 70 pour la vitesse avec les sous-marins soviétiques. Mais avant d'arriver à tout ça, on va remonter à l'origine et ça se passe durant l'Antiquité. Si la plongée sous-marine et l'utilisation de joncs ou de bambous comme tuba remontent probablement à la préhistoire, la création des cloches de plongée date au moins des Grecs. De gros tonneaux lestés étaient immergés pour servir de réserve d'air aux plongeurs lors de récupération d'épaves ou de pêche au murex, des crustacés précieux dont on extrayait la pourpre. La légende raconte qu'Alexandre le Grand utilisa une colinphase sur les conseils d'Aristote. Durant le siège de Tyr, il plongea observer les fonds dans un grand tonneau percé de plaques de verre, suspendu à plusieurs mètres sous l'eau. En tout cas, ce fait est compté dans le roman d'Alexandre, un recueil hagiographique du conquérant qui remonterait au IIIe siècle de notre ère, mais le récit en question daterait de quelque part entre le 7e et le 12e siècle. Quoi qu'il en soit, l'usage de la cloche de plongée est avéré en Méditerranée depuis l'Antiquité, mais les premiers perfectionnements arrivent après la Renaissance. Dans les années 1470, Roberto Valturio et Léonard de Vinci dessinent chacun de leur côté un bateau submersible propulsé par des rames pouvant aller couler d'autres bateaux. En 1578, l'anglais William Bourne imagine un bateau étanche possédant des ballasts se remplissant et se vidant en poussant de l'eau afin de faire varier le volume interne. Ce design sera repris en 1620 par le Hollandais Cornelius Drebbel pour une commande du roi d'Angleterre Jacques Ier. Deux prototypes équipés de rames sont fabriqués et remorqués dans la Tamise. D'après le poète Constantin Huygens, père de Christian Huygens et témoin d'un essai, il est équipé d'un baromètre externe et l'immersion atteint une durée de 3 heures grâce à l'utilisation de salpêtre qui est décomposé pour produire de l'oxygène. Le projet est annulé, mais on commence à envisager le potentiel d'une telle machine pour la stratégie militaire. En 1648, l'anglais John Wilkins décrit les avantages d'utiliser un sous-marin. En se déplaçant sans pouvoir être détecté, il peut miner la flotte ennemie, passer sous les blocus pour porter du ravitaillement à une ville assiégée ou se protéger des pirates et des tempêtes. Des avantages qu'ont bien compris les Hollandais en guerre contre les Anglais justement, qui demandent aux Français de construire un tel engin. Mais la force musculaire des marins est trop faible pour le faire avancer efficacement. Et oui, à l'époque, il n'existe que 3 sources d'énergie exploitables pour une machine mobile. Le vent, la force animale et la force humaine. Vu qu'on est sous l'eau, impossible de mettre des voiles. Quant à convaincre un cheval ou une vache de rester enfermé plusieurs heures dans un tube étroit, je crois que personne n'a vraiment envisagé ça sérieusement à ma connaissance. En 1690, en Allemagne, le français Denis Papin construit un prototype de cloche comportant une pompe à air et 2 tuyaux de cuir flottant à la surface grâce à une vessie afin de fournir de l'air aux plongeurs.
Une pompe à eau permet de son côté de faire entrer ou sortir de l'eau afin de fournir du lest pour plonger ou faire surface. Denis Papin est probablement l'un des inventeurs les plus poissards de son époque. Je pense qu'il mérite un épisode à lui tout seul un jour. Enfin bref, cette fois-ci, le premier prototype est testé avec succès en privé et il décide de le présenter à la cour du duc de Hesse. La démonstration est une immense catastrophe. La grue chargée de mettre l'engin à l'eau se casse sous le poids, l'engin se brise en s'écrasant au sol et Papin, humilié, disparaît pendant plusieurs jours. Un an plus tard, il présente une version améliorée en forme de tonneau. Avec un acolyte, il monte courageusement à bord et plonge avec succès dans les eaux de la rivière Lahn. Pour l'anecdote, ce prototype fut baptisé Urinator. Et pour continuer dans la loose, l'essai réussi ne nous est connu que parce que Gottfried Leibniz lui avait envoyé un espion. Et ouais, on essayait même de lui piquer ses inventions. Au XVIIIe et au XIXe siècle, les militaires commencent à saisir l'utilité de telles inventions, mais la technologie et les financements ne suivent pas toujours. En 1718, le tsar Pierre le Grand commande au charpentier Yefim Nikonov un sous-marin à force humaine équipé d'un tuyau de lance-flamme pour incendier les navires adverses. En 1721, à Saint-Pétersbourg, Nikonov présente au tsar un prototype fonctionnel à échelle réduite qui reste immergé sans souci plusieurs heures. Pierre est impressionné, il donne mission à Nikonov de construire une version taille réelle du premier sous-marin militaire de l'histoire. C'est une sorte de tonneau géant équipé de 2 rames et de son lance-flamme avec à son bord 5 hommes d'équipage. En 1724, à son premier essai, le sous-marin s'élance, mais un peu trop vite et il touche brutalement le fond. Le plancher se brise et l'eau s'engouffre. Heureusement pour Nikonov et son équipage, ils parviennent à ouvrir la trappe supérieure et à quitter leur cercueil. Le tsar croit pourtant toujours au projet, mais il meurt un an plus tard. Nikonov lance un second test à la fin de l'année 1725, mais l'arrière se révèle mal calfeutré et l'eau rentre. Finalement, il attend 1727 pour que la marine impériale lui donne une dernière chance, mais le bois du sous-marin a pourri et il ne peut plus naviguer. Sans le soutien du tsar, il tombe en disgrâce et finit exilé dans un chantier naval de la mer Caspienne. Le premier engin fonctionnel arrive 50 ans plus tard des États-Unis sous la forme d'une tortue. En 1774, l'ingénieur David Bushnell met au point la Turtle, une sorte de gros œuf pour une seule personne, équipé de ballast et de 2 hélices manuelles propulsives. Il contient assez d'air pour tenir 30 minutes et peut se déplacer à 5 km/h sur une mer calme. Pour l'étanchéité, une double coque en bois est couverte de goudron et renforcée de plaques d'acier. Pour attaquer, il possède une charge explosive détachable grâce à des écrous, charge elle-même attachée à un cordage lié à une tarière, une sorte de mèche que le pilote doit aller planter dans la coque du navire à couler. On va pas le cacher, c'est plutôt risqué comme manœuvre. Un hublot supérieur laisse filtrer la lumière du jour et des champignons bioluminescents sont installés sur les instruments de bord pour être lisibles dans l'obscurité. Sauf que ces champignons n'aiment pas le froid et la machine est inutilisable l'hiver. Durant l'été 1776, alors que la guerre d'indépendance américaine bat son plein, les Britanniques découvrent l'existence de l'engin et tentent de bloquer l'accès au chantier. Mais le sous-marin est déplacé et le 6 septembre 1776, vers 23 h, piloté par le sergent Ezra Lee, il s'approche du navire britannique HMS Eagle, remorqué par 2 barques. Une fois détaché, il doit lutter contre la marée pendant plusieurs heures avant de pouvoir enfin approcher de sa cible. Mais épuisé et l'aube approchant, il ne parvient pas à creuser un trou correct dans la coque et se fait repérer par les ennemis. Il décide de s'enfuir et lâche la mine, qui explose sans dégâts ni victimes, et parvient à regagner les côtes américaines. Un deuxième assaut est tenté sans plus de succès, et Bushnell se tourne alors vers la création de mines dormantes, plus efficaces. Mais ce premier assaut militaire d'un sous-marin marqua les esprits. En 1799, l'ingénieur américain Robert Fulton met au point le Nautilus, un sous-marin à force manuelle inspiré de Turtle, pour le compte de la France révolutionnaire. Tout d'abord refusé par le Directoire, au motif que c'était un moyen trop atroce et trop pernicieux de faire la guerre, il est rappelé par Napoléon, alors premier consul. Un test est effectué en 1800 et le sous-marin parvient à couler 2 navires dans la rade de Brest. Mais Napoléon décide de retirer son soutien, convaincu que ni les navires à vapeur, que Fulton a également testés, ni les sous-marins n'ont d'avenir. Visionnaire en matière de technologie militaire, il refusera aussi les ballons d'observation. Fulton part alors chez les Anglais en 1804, qui le financent uniquement pour éviter de perdre leur domination maritime. Ils mettent au point des torpilles et les Anglais acceptent de le payer à la condition qu'il arrête ce genre d'invention. Refusant l'accord, il repart aux États-Unis mettre au point des bateaux à vapeur. La première utilisation réussie d'un sous-marin en temps de guerre a lieu le 17 février 1864 durant la guerre de Sécession. Nota Bene a fait une très bonne vidéo à ce sujet, je vais donc juste résumer l'histoire. Déjà en 1861, le français Brutus de Villeroy conçoit l'USS Alligator pour le compte de l'Union. Mesurant 14 mètres de long, il est équipé de 16 rames, puis en 1862 d'une hélice manuelle. Il possède une pompe à air pour optimiser la durée de plongée, ainsi qu'un sas étanche permettant à un plongeur d'aller poser une mine sur un bateau ennemi. Sa forme fut une source d'inspiration pour Jules Verne et son Nautilus.
Mais le 31 mars 1863, alors qu'on le positionne pour sa première attaque, il est pris dans une tempête et les deux navires qui le tractent doivent le détacher. Il coule sans équipage et est définitivement perdu. Du côté confédéré, l'homme d'affaires Horace Lawson Unley lance la construction d'un sous-marin en 1863. Il mesure 12 mètres de long pour 1,20 m de diamètre, pèse 8 tonnes et embarque 8 hommes d'équipage qui tournent une manivelle pour propulser l'engin. Lors des essais, il coule 2 fois, tuant 4 hommes la première fois et 8 la seconde dont Unley. Désormais baptisé en son honneur CSS H.L. Unley, il est équipé d'un mât au bout duquel est attaché un explosif. Le sous-marin doit alors s'approcher du navire, accrocher la charge, reculer le plus vite possible et tout faire sauter, et ce suffisamment rapidement car aucun système de renouvellement de l'air n'est prévu. Le 18 septembre 1864, dans le port de Charleston, le CSS Unley parvient à faire exploser sa charge contre l'USS Eusatonic, le coulant, et devenant le premier sous-marin de l'histoire à réussir une attaque. Mais l'équipage meurt dans les minutes qui suivent, probablement victime de l'onde de choc qui se propage dans l'eau, puis dans les parois de l'engin, et provoque une augmentation de la pression dans les poumons des malheureux. Le point commun de tous ces sous-marins, c'est l'absence de motorisation. Mais les progrès des machines à vapeur vont permettre la conception de systèmes plus petits, permettant d'être embarqués. En 1863, les Français Siméon Bourgeois et Charles Brun lancent le Plongeur, le premier sous-marin véritablement autonome. Mesurant 42 mètres de long et embarquant 7 membres d'équipage, il est propulsé par un moteur à air comprimé et est équipé d'une chaloupe étanche de secours. Une maquette est présentée à l'exposition universelle de Paris en 1867 et Jules Verne s'en inspire également pour le Nautilus. Le souci, c'est que le plongeur est totalement instable. Il a tendance à racler le fond avec son nez à cause de l'absence de gouverne de profondeur. Un problème réglé sur les sous-marins qui lui succèdent. En 1867, l'ingénieur espagnol Narcís Monturiol lance l'Ichnéodos, propulsé par 2 machines à vapeur. La première, traditionnelle, est utilisée en surface. Mais en plongée, l'ingénieur a la brillante idée d'utiliser un mélange de peroxyde d'hydrogène, de chlorate de potassium, de zinc et de manganèse pour produire l'oxygène nécessaire à un moteur auxiliaire, mais aussi à l'équipage. Il possède ainsi une autonomie de 2 heures et plonge jusqu'à 30 mètres. De plus, il possède un lest mobile pouvant être déplacé manuellement sur un rail afin de compenser l'inclinaison lors des descentes et des montées. C'est le premier sous-marin stable, contrôlable et véritablement autonome, mais la marine espagnole s'en désintéresse totalement. Monturiol, criblé de dettes, doit vendre le sous-marin à un homme d'affaires qui préfère le démanteler plutôt que de payer les taxes au gouvernement. Le moteur principal sera récupéré par une usine textile et les hublots vendus comme fenêtres de salle de bain. Il faudra pourtant attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que ce système à peroxyde soit réutilisé sur des prototypes allemands, britanniques et soviétiques. À la fin des années 1880, l'industriel suédois Thorsten Nordenfeldt lance une série de 4 sous-marins construits en Angleterre sous la direction de George Carrett. Bien que peu confortables à cause de la chaleur dégagée par la machine à vapeur, ils sont équipés de mitrailleuses de surface et de torpilles sous-marines. Le premier modèle est vendu aux Grecs, qui veulent se défendre contre les Ottomans, tandis que 2 autres sont vendus aux Ottomans, qui réalisent le premier test réussi de torpilles sous-marines. Quant au quatrième, il coule, alors qu'il est en cours de livraison aux Russes, qui se préparent à un conflit avec les Ottomans. Un Suédois qui vend des sous-marins anglais à des pays en guerre entre eux. La vente d'armes, ça marche toujours bien. Mais la machine à vapeur est trop limitée pour les sous-marins. Trop gros, trop chaud, nécessitant trop d'air et une évacuation des fumées. L'avenir est plutôt au moteur à combustion interne et à l'électricité. En 1879, la marine péruvienne lance un sous-marin disposant d'un moteur diesel pour naviguer en surface et un électrique pour la plongée, le Toro Submarino. Mais il n'a jamais l'occasion d'entrer en action et est sabordé pour ne pas tomber aux mains de l'ennemi lors de la défaite du Pérou dans la guerre du Pacifique. Sincèrement, j'aurais jamais pensé citer le Pérou parmi les pays ayant contribué au développement technologique des sous-marins. D'autres essais de motorisation électrique ont lieu en Russie avec Stefan Drzeski et en Angleterre avec Paddington, mais les 2 premiers sous-marins modernes et véritablement opérationnels sont espagnols et français. Le 8 septembre 1888, la marine espagnole lance le Submarino Peral, du nom de son concepteur Isaac Peral. Équipé de batteries, son moteur électrique lui permet d'atteindre les 3 nœuds, soit 6 km/h en plongée, et les 8 nœuds, soit 15 km/h en surface, avec une autonomie pouvant atteindre les 750 km à faible vitesse. Une performance exceptionnelle qui ne sera à nouveau atteinte qu'entre les 2 guerres mondiales. Ce sous-marin était également équipé d'un système de navigation complet et de torpilles fonctionnelles qui furent testées lors des essais. Peral propose alors une version océanique équipée d'une double motorisation diesel-électrique, mais le gouvernement espagnol, sous la pression d'une marine très conservatrice, met fin au projet. Peral détruit alors les plans et une partie des équipements du sous-marin afin que le gouvernement ne lui vole pas son projet et meurt quelques années plus tard. Son sous-marin peut d'ailleurs être admiré au musée de la marine de Carthagène en Espagne. Alors qu'ils avaient 2 pionniers géniaux à leur service, les Espagnols sont passés totalement à côté de la plaque, contrairement aux Français.
Le gymnote est lancé le 24 septembre 1888, 16 jours après le Peral. Mesurant 18 mètres de long, il embarque 5 hommes et est également propulsé par un moteur électrique. Pouvant atteindre 4 nœuds en plongée et 7 nœuds en surface, son autonomie est limitée à respectivement 45 et 120 km. Il est au départ équipé d'un périscope, mais sa qualité optique est tellement médiocre qu'il est retiré. Un peu moins performant et perfectionné que son équivalent espagnol, il est aussi armé de torpilles et la marine française, elle, l'adopte. Il est endommagé dans un choc en 1907 et envoyé à la ferraille en 1911. Il est cependant suivi par une série de 3 sous-marins, le Gustave Zédé, le Morse et le Narval, qui seront eux équipés de moteurs diesel, d'une double coque complète, d'un périscope, d'un contrôle plus perfectionné sur 3 axes et de 4 torpilles, et qui serviront de base à la flotte de sous-marins français. Au début du XXe siècle, les marines militaires des grands pays s'équipent massivement de modèles électriques et diesel électriques, et les guerres vont accélérer le mouvement. Au début de la Première Guerre mondiale, les Anglais possèdent 74 sous-marins, dont 15 à double motorisation, tandis que les Allemands ne possèdent qu'une vingtaine de modèles côtiers à faible rayon d'action. Durant la guerre, la machine industrielle germanique tourne à plein régime, et près de 400 Unterseeboot ou U-boot sont déployés dans la bataille de l'Atlantique, coulant près de 5000 navires, dont le paquebot américain Lusitania en 1915, déclenchant l'entrée en guerre des Américains. Les Alliés développèrent alors le sonar, un système d'émission d'ondes ultrasonores permettant de détecter les sous-marins ennemis. Ils furent massivement déployés sur les bateaux anglais et français durant les années 20, puis chez les Américains et les Allemands durant les années 30 et 40. Durant l'entre-deux-guerres, ce sont de véritables géants qui sont construits, comme le britannique HMS M2 ou le français Surcouf, lancé en 1929, véritable croiseur sous-marin équipé de 12 lance-torpilles, 4 canons et d'un petit hydravion de reconnaissance. Ce fleuron de la marine française sera considéré comme le meilleur sous-marin du monde jusqu'à sa disparition dans les Antilles en 1942, probablement suite à une méprise par une patrouille aérienne américaine. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que les sous-marins vont déployer tout leur potentiel grâce au développement de plusieurs inventions cruciales. En premier lieu, le Snorkel, une prise d'air déployable verticalement qui permet aux sous-marins d'alimenter en air le moteur diesel sans avoir à faire surface. Mis au point en 1936 par un Hollandais, Jan Wacom Wischer, et déployé secrètement par son pays, le système est récupéré par les nazis en 1940 et est ignoré durant les premières années de guerre. Mais les Anglais finissent par remporter la bataille d'Angleterre et contrôlent le ciel. Les patrouilles aériennes longue portée et les radars facilitent grandement la détection des sous-marins en surface. Les Allemands reprennent alors le concept du Schnorchel en ajoutant un clapet et les U-boots sont alors massivement équipés. Grâce à cette invention et la mise au point de batteries encore plus performantes, le modèle 21 pouvait alors rester immergé plusieurs semaines et faire des ravages dans les marines alliées. Pour contrer cette domination, les Alliés lancèrent le projet Ultra et déployèrent les ancêtres des ordinateurs afin de casser le code Enigma et décrypter les communications nazies. En réussissant à casser le code, ils réussirent alors à reprendre le dessus sur les sous-marins allemands en sachant enfin où ils se trouvaient. À la fin de la guerre, les nazis envisagèrent d'utiliser un U-boot pour tracter un missile V2 et l'envoyer sur New York, préfigurant ainsi les sous-marins lance-missiles modernes. À partir des années 50, les sous-marins bénéficièrent de la technologie nucléaire. Tout d'abord comme vecteur d'attaque, en devenant des lance-missiles autonomes difficilement détectables et pouvant se déployer à portée des côtes ennemies, ensuite comme source d'énergie en augmentant énormément l'autonomie. En 1954, l'USS Nautilus fut le premier sous-marin équipé d'un prototype de réacteur nucléaire, lui fournissant toute l'énergie nécessaire durant plusieurs années. Capable de passer sous le pôle Nord et de dépasser les 20 000 lieues sous les mers sans faire surface, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, tout comme celui d'attaque, devint le fer de lance des marines modernes avec le porte-avions, lui aussi nucléaire au besoin. Et ce réacteur nucléaire, dit Recover, devint le modèle des réacteurs nucléaires civils, mais ça, c'est une autre histoire. Dans sa soif d'aventure, Jules Verne a décrit un engin improbable technologiquement, mais proche des sous-marins modernes dans ses capacités. Et en accompagnant les progrès technologiques, les sous-marins nous ont permis d'explorer des domaines encore mal connus aujourd'hui, et ont surtout changé le visage de la guerre à jamais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo un peu longue, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de la commenter, de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous laisse avec cette citation de Jules Verne. Tout ce qui est impossible reste à accomplir.